Entre 1932 et 1962, plus de 73 000 prisonniers ont enduré l'atroce camp de travail forcé de Vorkuta, au nord du cercle polaire arctique. Ils y ont affronté la famine, la lumière constante et des températures atteignant 30 degrés au-dessous de zéro. Le camp était brutal et isolé. Mais pour ceux qui ont survécu, la vie a continué au milieu d'une souffrance inimaginable. Voici à quoi ressemblait vraiment la vie à l'intérieur des pires camps de travail soviétiques. Bon, si vous nous suivez souvent, vous savez que je demande des j'aime et de vous abonner, mais sérieusement, où êtes-vous les amis? Commentez avec votre position et l'heure. Parfois, je vois quelqu'un de Californie écouter à 15h et je me demande « Tu dors ?» Bien, les camps de travail soviétiques ce soir. Mais attendez, êtes-vous à l'aise? Non, vraiment. Vérifiez vos oreillers, vos couvertures, tout. Là où nous allons, vous voudrez être bien installé. Vous vous réveillez en sursaut, dans l'obscurité totale. Pendant un instant, un seul instant de répit, vous oubliez où vous êtes. Votre esprit aspire au confort de votre ancien lit, à votre ancienne vie. Puis, l'odeur nauséabonde vous frappe. L'odeur des corps non lavés, entassés les uns contre les autres. La saveur âcre de l'urine. La puanteur de moisi du béton humide qui ne sèche jamais. Vous êtes dans un wagon à bestiaux. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce wagon à bestiaux? 6 jours? 7? Vous avez perdu le compte. Le bruit régulier du claquement des roues du train sur les rails est devenu le pouls de votre existence. On s'arrête. Chuchote quelqu'un dans le noir. Un silence s'abat sur le wagon. Les 80 d'entre vous entassés dans l'espace prévu pour le bétail, retenez collectivement votre souffle. Le train gémit et tremble avant de s'immobiliser. Puis vient le bruit que vous redoutiez, le grincement du métal sur le métal tandis que la porte s'ouvre. L'air arctique vous gifle. Il est si froid qu'il vous brûle les poumons. L'obscurité extérieure n'est brisée que par des projecteurs durs qui balayent la neige fraîche. Les gardes se tiennent avec leurs fusils, des formes sombres sur le fond blanc. Derrière eux se profile une scène qui vous hantera pendant des années si vous vivez aussi longtemps. Bienvenue à Vorkuta, dit froidement un garde. Votre nouveau foyer. Le train n'aurait pas pu vous y préparer. Rien ne le pourrait. Vous êtes à environ 160 km au nord du cercle polaire arctique, dans un endroit si éloigné qu'il existait à peine avant que les autorités soviétiques ne décident que c'était l'endroit idéal pour bannir ceux qu'elles voulaient voir disparaître. En avant! Un garde pousse le prisonnier à côté de vous avec la crosse de son fusil. Dehors, tout le monde! Vous titubez et tombez dans la neige. Vos chaussures civiles, celles que vous portiez lorsque vous avez été arrêté 3 semaines plus tôt, n'offrent aucune protection contre le froid. En quelques secondes, vous ne sentez plus vos orteils. Contrairement à votre lit chaud en ce moment, où vos pieds sont probablement au chaud sous les couvertures, ici le froid est une menace directe pour votre survie. Tu sais ce qui est fou? Murmure l'homme à côté de vous. Staline appelle cela de la correction. Comme si nous avions tous un peu dévié de la route et avions juste besoin d'un petit coup de pouce. La crosse de fusil s'abat sur son dos. Il s'écroule à genoux avec un cri étouffé. Interdiction de parler, aboie le garde. Alignez-vous! Alignez-vous maintenant. Vous rejoignez la file bancale des nouveaux arrivants. Beaucoup sont des prisonniers politiques comme vous. Enseignants, ingénieurs, écrivains, travailleurs ordinaires qui ont commis l'erreur fatale de parler trop librement. Certains sont de vrais criminels. Quelques-uns sont des prisonniers de guerre étrangers. Vous êtes tous désormais la propriété de l'État, à utiliser jusqu'à ce que vous vous effondriez. Le processus de déshumanisation. Le traitement commence dans un bâtiment en bois glacial à la peinture écaillée. À l'intérieur, un fonctionnaire massif est assis derrière un bureau couvert de papier. « Non ?» dit-il, sans lever les yeux. Vous lui donnez votre nom. « Crime. Je n'ai... » commencez-vous. Mais il vous interrompt. « Article 58. » dit-il en l'écrivant déjà. Le tristement célèbre article 58, activité contre-révolutionnaire. Il pouvait signifier n'importe quoi. Raconter une blague sur Staline
ou être parent avec quelqu'un qui avait raconté une blague sur Staline. Déshabillez-vous, ordonne un autre fonctionnaire. Vous hésitez. J'ai dit déshabillez-vous. Il lève la main comme pour vous frapper dans le froid glacial de la pièce non chauffée. Vous retirez vos vêtements. Ils prennent tout, votre montre, votre ceinture, votre alliance. Les quelques babioles que vous avez réussi à conserver pendant votre voyage sont confisquées. Vous ne les reverrez plus jamais. J'ai fait des recherches sur ces sujets pendant des années, dois-je mentionner. Et la partie la plus choquante est à quel point la déshumanisation était systématique. Ils n'ont pas seulement pris vos affaires, ils ont pris votre nom, le remplaçant par un numéro. Après vous avoir rasé la tête, ostensiblement pour l'hygiène, mais en réalité une autre façon de vous dépouiller de votre identité, on vous donne l'uniforme du camp. Un pantalon en coton fin, une veste qui a connu des jours meilleurs, une paire de bandes moltières et de grossières bottes en bois qui ne tiendront pas un mois dans les mines. Les bandes moltières sont censées être enroulées autour de vos pieds avant d'enfiler les bottes. Personne ne vous montre comment faire correctement. Vous l'apprendrez plus tard, après que vos premières ampoules se seront formées et infectées. Ensuite, le fonctionnaire appelle votre numéro et vous êtes poussé vers une autre pièce, le travail et la règle. De retour à l'extérieur, vous rejoignez les autres nouveaux arrivants. Un garde parle au groupe. Écoutez attentivement. Vous êtes ici pour travailler. Vous travaillez, vous mangez. Vous ne travaillez pas, vous ne mangez pas. Plus vite vous l'accepterez, plus longtemps vous resterez en vie. Il explique les règles. Réveil à 5 heures, appel à 5h30. Le travail commence à 6 heures et continue jusqu'à ce que le quota soit atteint, généralement 14 à 16 heures. Il est interdit de parler aux gardes sans permission. Tenter de s'échapper est puni de mort. Des questions ? Demande-t-il, sans attendre de réponse. Un audacieux lève la main. Quand aurons-nous des privilèges de courrier ? Le garde rit. 6 mois de bonne conduite. 2 lettres par an après cela. 6 mois. Vous pensez à votre famille, qui ne sait probablement même pas où vous êtes. Attendront-ils toujours quand, si, vous pourrez leur écrire ? Maintenant, en route pour les casernes. Vous traversez le camp. Les projecteurs illuminent un paysage cauchemardesque. Des casernes en bois s'étendent en rangées ordonnées, entourées de barbelés et de miradors. Au-delà des clôtures, rien que de la neige et de l'obscurité. Au loin, vous pouvez distinguer la silhouette d'une mine de charbon. La raison de l'existence de ce camp. Tu vois ça ? Un prisonnier plus âgé désigne les miradors. 3 équipes là-haut. Les gardes détestent ça. Le froid les rend fous aussi. Mais ils ont de meilleurs vêtements. Et ça, ils désignent les barbelés. N'y pense même pas. Les loups là-bas t'auront avant que tu aies parcouru 15 kilomètres de toute façon. Les loups ? Demandez-vous. Les gardes de la nature, dit-il avec un sourire amer. L'arrangement parfait. Des murs de prison faits de glace et des prédateurs affamés. Les camarades à Moscou ont pensé à tout. Vous êtes affectés à la caserne 12. Une longue structure en bois qui semble prête à s'effondrer sous le poids de la neige sur son toit. À l'intérieur, il fait à peine plus chaud qu'à l'extérieur. Des lits superposés à 3 niveaux sont alignés le long des murs. Si serrés, il n'y a qu'une étroite allée au milieu. Le lit supérieur, vous dit un prisonnier, en pointant vers le haut. Tu as de la chance. Il vous faut un instant pour comprendre pourquoi le lit supérieur est chanceux. La chaleur monte, donc les lits supérieurs sont légèrement plus chauds. Mais plus important encore, les prisonniers se soulagent souvent pendant la nuit et l'urine coule sur les lits inférieurs. J'ai lu des récits de survivants, je le remarque, et tous parlent de ces petits calculs. Quel lit prendre ? Comment emballer votre nourriture pour qu'elle ne soit pas volée ? Avec qui vous liez d'amitié ? Votre journée entière devient cette série interminable de décisions de survie. Vous grimpez jusqu'à votre couchette assignée. Le matelas est un mince sac rembourré de paille qui n'amortit pas beaucoup les planches en dessous. Votre couverture est usée et tachée.
Il n'y a pas d'oreiller. Une cloche sonne quelque part à l'extérieur. « Dîner !» crie quelqu'un. Et il y a une bousculade soudaine. Vous suivez la foule jusqu'au réfectoire. Un autre bâtiment en bois qui sent le chou bouilli et les corps non lavés. On vous donne un bol en métal rugueux et un morceau de pain. La soupe, dans la louche, est principalement de l'eau avec quelques morceaux de légumes flottants. 140 grammes, dit le serveur en vous tendant un morceau de pain noir. Vous apprendrez rapidement que cette ration quotidienne de pain, à peu près de la taille de votre poing, est la marchandise la plus précieuse du camp. Des hommes ont été tués pour moins que ça. Premier jour, n'est-ce pas? Un prisonnier plus âgé s'assoit à côté de vous. Son visage est émacié, ses yeux sont creux. Mange lentement, fais durer, et garde ton pain avec toi en tout temps. Vous remarquez qu'il a glissé le sien à l'intérieur de sa veste, près de sa poitrine. Ils appellent ça la poca, la ration. Explique-t-il en désignant la nourriture? Une ration. Pas assez pour vivre, mais plus que pour mourir rapidement. L'équilibre parfait. Vous prenez une bouchée du pain. Il est dense, aigre et rempli de choses que vous préférez ne pas identifier. Mais c'est de la nourriture. Je m'appelle Mali, dit l'homme. Politique. Hochez-vous la tête. Moi aussi, professeur de littérature. J'ai raconté une blague sur le mauvais poème. Il hausse les épaules. 5 ans. 10, dites-vous. La réalité de cette peine n'a pas encore tout à fait son chemin. Le visage de Mali ne trahit rien. Eh bien, personne ne purge toute sa peine de toute façon. Libère-t-il les gentils? Demandez-vous avec espoir. Il rit, mais il n'y a aucune joie dans son rire. Non, la plupart ne survivent pas à 3 hivers. Le premier jour de travail. Après le dîner, vous retournez à la caserne. Enfin, la fatigue du voyage et le choc de l'arrivée vous rattrapent. Vous grimpez sur votre couchette et essayez de vous installer sur la surface dure. Pause. J'interviens. Imaginez un instant à quel point cela est différent de là où vous êtes maintenant. Votre lit douillet, votre pièce chaude, pas de loup à l'extérieur. Ce contraste à lui seul est assez stupéfiant. Autour de vous, les hommes se préparent à dormir. Certains prient doucement, d'autres fixent le plafond en silence. Quelques-uns pleurent doucement. Vous entendez de la toux, beaucoup de toux. Vous apprendrez plus tard que la tuberculose est endémique dans tout le camp. Le premier jour est le pire, dit quelqu'un de la couchette du dessous. En fait, non. Le premier jour à la mine est le pire, mais celui-ci est mauvais aussi. À quoi dois-je m'attendre demain? Demandez-vous. Ils t'affecteront à une brigade de travail. Prie pour que ce ne soit pas les mines profondes. Le travail en surface est meilleur. Toujours glacial, mais mieux que les tunnels. Le sommeil est intermittent. La caserne n'est jamais complètement silencieuse. Il y a toujours quelqu'un qui ronfle, tousse, parle dans son sommeil, ou se lève pour utiliser le seul seau dans le coin qui sert de toilette pour 50 hommes. Avant l'aube, une cloche sonne cruellement, suivie des cris des gardes. Debout. Levez-vous maintenant. Vous êtes déjà réveillé. Vous avez à peine dormi. Mais les autres sont plus lents à réagir. Et les gardes entrent dans les casernes, frappant les couchettes avec leurs matraques. Appel dans 5 minutes. Celui qui n'est pas dehors ne prendra pas son petit déjeuner. Il y a une bousculade frénétique alors que les hommes enfilent leurs fines vestes et leurs bottes. Personne ne veut manquer le petit déjeuner, aussi maigre soit-il. Dehors, il fait encore nuit noire. Le ciel au-dessus de Vorkuta, en hiver, ne s'éclaire jamais complètement. Juste quelques heures de crépuscule gris, autour de midi, avant que l'obscurité ne reprenne le dessus. Le thermomètre près du réfectoire indique moins 38 degrés. Vos narines se figent ensemble lorsque vous inspirez trop profondément. Pause. Un instant d'amateur d'histoire ici. J'interviens. La nuit polaire à Vorkuta durait du 17 au 27 décembre. 10 jours d'obscurité totale. Mais les périodes de crépuscule avant et après signifiaient près de 2 mois d'obscurité fonctionnelle.
Imaginez ça. Partir au travail dans le noir, travailler sous terre toute la journée, puis revenir à plus d'obscurité. L'appel est le premier test de la journée. 50 hommes de votre caserne se tiennent en 5 rangées de 10, parfaitement droits, malgré le vent qui transperce vos vêtements fins. Les gardes comptent, recomptent, vérifient leur liste. Un prisonnier manquant signifie que personne ne bouge tant qu'il n'a pas été retrouvé, mort ou vif. Le décompte prend 20 minutes dans le froid mordant. Les hommes autour de vous piétinent et soufflent dans leurs mains, essayant de maintenir la circulation. Les vétérans savent qu'il vaut mieux ne pas se plaindre. Vous apprenez vite. « Caserne 12, tout le monde présent !» crie enfin un garde. Le petit déjeuner est le suivant. Le repas le plus important, bien que l'appeler un repas étende la définition. Le réfectoire est légèrement plus chaud que l'extérieur. On vous donne un bol en métal avec de la bouillie aqueuse, une tasse d'eau chaude qu'ils appellent du thé et votre ration quotidienne de pain. « Mange ton pain lentement », conseille Mally, se glissant sur le banc à côté de vous. Casse de petits morceaux. Fais durer. La faim te frappera le plus fort vers 2 heures. Vous essayez de suivre son conseil, mais la faim vous tenaille déjà l'estomac. 3 jours à Vorkuta et vous avez toujours faim, toujours froid, toujours fatigué. Telle est votre vie, maintenant. Comment s'est passée ta première équipe à la mine ? Demande Mally, gardant la voix basse. Brutal, avouez-vous. Je ne sais pas comment quelqu'un est survécu. Tu t'adaptes, dit-il simplement. Ou tu ne t'adaptes pas. Votre premier jour à la mine 7 a été pire que vous ne l'aviez imaginé. Descendre dans un ascenseur à cage délabré. L'obscurité est absolue, à l'exception de quelques lampes à huile, et l'air est lourd de poussière de charbon qui recouvre vos poumons. Travailler dans une couture étroite avec une pioche, votre dos vous hurlait de douleur après la première heure. Et il restait 11 heures de plus. Écoute, coupe Mally vos pensées. Tu dois trouver ta stratégie de survie rapidement. Tous ceux qui tiennent après le premier mois en ont une. Quelle est ta stratégie, demandez-vous? Il hésite, puis tapote sa tempe. Je suis le compteur de la caserne. Après le dîner, les hommes me donnent un peu de leur pain pour que je leur raconte des histoires, des contes de Moscou, des aventures tirées de livres, tout ce qui peut leur faire oublier où nous sommes pendant quelques minutes. Découvre ce pourquoi tu es bon. Rends-toi nécessaire. La cloche sonne, signalant la fin du petit déjeuner. Il est temps de s'aligner pour l'affectation de travail. La spirale des quotas. Le contremaître Petrov, un homme au cou épais et aux yeux morts. Ancien prisonnier lui-même, il a été promu au statut de gardien. Il divise les travailleurs en brigades et leur attribue des quotas quotidiens. Votre brigade se compose de 20 hommes et d'un quota de 15 tonnes de charbon. Même chose qu'hier, grogne Petrov, que vous n'avez pas réussi à atteindre. Alors aujourd'hui, vous travaillerez jusqu'à ce que vous atteigniez 15 tonnes. Pas de remontée avant cela. La marche jusqu'à l'entrée de la mine est juste assez longue pour vous geler les membres. Les gardes vous pressent, les fusils prêts. Ils ne s'inquiètent pas trop des tentatives d'évasion en hiver. Le froid est un dissuasif plus efficace que les balles. Arrêtons-nous, j'interviens. Parlons de ces quotas un instant. Ils étaient conçus pour être quasiment impossibles à atteindre. C'était intentionnel. Voyez-vous, si vous n'atteignez pas le quota, ils peuvent réduire votre ration alimentaire. Moins de nourriture signifie moins de force pour travailler. Moins de force signifie que vous prenez encore plus de retard sur les quotas. Et ainsi, la spirale s'installe. À l'entrée de la mine, vous récupérez vos outils. Une pioche à tête lâche, une pelle aux manches fendues, pas de gants, pas de casque, aucun équipement de sécurité d'aucune sorte. L'État a besoin de charbon, pas de mineurs. L'ascenseur à cage gémit et se balance en vous emmenant vers le bas. Certains font le signe de la croix sur leur poitrine, d'autres fixent le vide.
Les mineurs vétérans ont un regard mort dans les yeux que vous commencez à reconnaître. C'est le regard d'hommes qui ont accepté leur destin. Le puits s'ouvre sur un tunnel principal, d'où partent des tunnels plus petits. Votre brigade se dirige vers l'une de ces ramifications latérales, se courbant pour éviter de se cogner la tête contre le plafond bas. L'air devient plus épais, plus chaud et plus difficile à respirer au fur et à mesure que vous avancez. Votre zone de travail est une couture de charbon à peine assez longue pour vous asseoir. Vous passerez les 12 à 16 prochaines heures allongés sur le côté, à piocher la face de la couture et à remplir des wagonnets de charbon. La poussière recouvre tout, votre peau, vos vêtements, l'intérieur de vos poumons. En 1 heure, vous crachez des glaires noires. Alantis, chuchote le mineur à côté de vous. Un vieil Ukrainien nommé Taras. N'essaie pas de travailler trop vite au début. Économiste à force. Mais ralentir est un luxe lorsque le quota se profile. Le chef de brigade n'arrête pas de crier les mises à jour. Combien de tonnes ont été extraites? Combien d'heures il reste dans l'équipe? Combien vous êtes en retard? À midi, vos bras ressemblent à du plomb. Votre dos se contracte lorsque vous essayez de changer de position. Votre gourde est vide et la soif vous brûle la gorge. Pause, crie le chef de brigade. 5 minutes. Les hommes s'effondrent contre les murs du tunnel, haletant dans l'air épais. Vous remarquez que Taras sort quelque chose de l'intérieur de sa veste, un petit paquet en tissu. Il le défait soigneusement pour révéler un morceau de pain mis de côté. « Tu dois garder quelque chose, » vous dit-il, voyant votre regard. « Ne jamais manger tout ton pain au petit déjeuner. Le travail te tuera sinon. » Après la pause, le travail reprend. Les heures se fondent dans un brouillard de douleur et d'épuisement. L'air empire au fil de la journée. La poussière est plus épaisse, l'oxygène plus rare. Les hommes commencent à faire des erreurs. Un wagonnet déraille. Quelqu'un laisse tomber sa pioche sur son pied. Des disputes éclatent à propos de bagatelles. « Nous sommes à 13 tonnes, » crie le chef de brigade. 2 autres à faire. Poussez plus fort. Vous avez dépassé l'heure de fin d'équipe normale. Par de réseaux de chuchotements, la nouvelle arrive que les autres brigades sont déjà remontées. Seule la vôtre est restée, toujours en retard sur le quota. J'ai connu un homme, je m'arrête, qui m'a parlé de ce qu'ils appelaient l'heure de la faim. Quand vous aviez travaillé 14 ou 15 heures d'affilée et que vous étiez tellement épuisé que vous commenciez à halluciner, mais que vous deviez continuer. Il disait que c'était là que les accidents se produisaient, que les hommes s'effondraient tout simplement. Minuit passe. Les hommes travaillent à peine, se déplaçant comme des automates. Finalement, vers 1 heure du matin, le chef de brigade annonce « Vous avez atteint les 15 tonnes ». Le soulagement est palpable, mais de courte durée. Vous devez toujours sortir de la mine, retourner au camp, passer l'appel du soir et trouver de la nourriture avant de pouvoir vous reposer. Et le réveil est toujours à 5 heures du matin. Le chemin du retour est une marche de la mort. Les hommes trébuchent et tombent dans la neige pour être rudement tirés sur leurs pieds par les gardes. Au camp, la cuisine est fermée, mais votre brigade reçoit de la bouillie froide et du pain mis de côté du dîner. Une petite miséricorde pour avoir atteint le quota, même si c'est tard. L'appel est un flou. Vous êtes trop fatigué pour tenir debout. Lorsque vous êtes enfin autorisé à retourner à la caserne, vous vous effondrez sur votre couchette sans enlever vos vêtements ni vos bottes, trop épuisé même pour manger votre pain. Vous sombrez immédiatement dans l'inconscience. Le lendemain est le même, et le suivant, et le suivant. La psychologie de la survie. Voulez-vous savoir comment les gens y ont survécu, je demande? Ils sont devenus des experts des petites efficiences. Comment tenir la pioche pour économiser de l'énergie? Quel garde pourrait regarder ailleurs si vous aviez besoin d'une minute de repos? Quels emplois dans la mine étaient légèrement moins brutaux? Au cours de votre 2e semaine, vous commencez à comprendre les règles non écrites de Vorkuta, la hiérarchie complexe parmi les prisonniers, la politique dangereuse de la caserne, le marché noir qui existe malgré les meilleurs efforts des gardes pour le réprimer. Mali vous explique l'ordre de picorage des prisonniers un soir après le dîner. Au sommet se trouvent les gardes Chiourm, les prisonniers qui travaillent pour l'administration, les gardes du camp qui sont eux-mêmes d'anciens prisonniers,
les greffiers, les contremaîtres qui supervisent les brigades de travail. Ils obtiennent de meilleurs vêtements, de meilleure nourriture, un travail plus léger. La plupart sont des criminels, pas des politiques. En dessous d'eux, continue-t-il, il y a les travailleurs qualifiés, les ingénieurs, les mécaniciens, le personnel médical, puis les travailleurs ordinaires comme nous. Au fond se trouvent les finis, les hommes trop faibles pour travailler plus longtemps. Tout le monde peut dire qui ils sont. Peau comme du papier tendu sur les os, yeux creux, les morts vivants. Vous avez vu ces hommes, des figures squelettiques qui errent dans le camp, s'évanouissant progressivement jusqu'à ce qu'un jour, ils n'apparaissent tout simplement plus à l'appel. Personne ne demande ce qui leur est arrivé. L'astuce, dit Mali, est de trouver des moyens de monter, de devenir qualifié pour quelque chose, de te rendre utile. Plus facile à dire qu'à faire. Mais vous observez et vous apprenez. L'homme qui répare les bottes reçoit du pain supplémentaire. Le coiffeur reçoit de petits services. L'infirmier, bien que travaillant jusqu'à l'épuisement, travaille au moins à l'intérieur. La nourriture devient votre obsession. Chaque calorie est précieuse. Les hommes parlent des repas de leur vie passés avec une dévotion religieuse. Des disputes éclatent à propos du souvenir d'une recette. Les rêves ne sont pas remplis de liberté, mais de festin. Tu sais ce qui n'est pas correct ? J'interviens. Dans certains camps, ils avaient de la nourriture décente sur le papier. Le problème, c'est qu'elle n'arrivait jamais aux prisonniers. Les fonctionnaires du camp la vendaient au marché noir où les gardes prenaient les meilleures rations. Au moment où elle arrivait au réfectoire, cette soupe de viande dans les registres officiels n'était plus que de l'eau avec quelques morceaux de cartilage. Le marché noir prospère, malgré la surveillance constante. Tout a de la valeur à Vorkuta. Les cigarettes sont la monnaie. Un paquet peut acheter une réparation de vos bottes. 2 pourraient vous faire affecter à une tâche de travail plus facile pour une journée. Du pain supplémentaire peut acheter presque n'importe quoi. Information, protection, service, le vol est le crime impardonnable entre prisonniers. Prenez le pain d'un autre homme et vous pourriez ne pas vous réveiller le lendemain matin. Les gardes n'interviennent pas dans la justice des prisonniers sur de telles questions. Un estomac de moins à nourrir. Vous êtes témoin de votre premier vol de pain au cours de votre 3e semaine. Un nouveau venu, désespéré par la faim, arrache un morceau de la main d'un prisonnier plus âgé et s'enfuit. Il ne va pas loin. 10 hommes l'attaquent, le traînant derrière les casernes. Il revient des heures plus tard, le visage méconnaissable, rampant à 4 pattes. Il disparaît le lendemain. Personne ne pose de questions. La ration de pain était sacrée, j'explique. Plus que sacrée. Les hommes dormaient avec leur ration quotidienne glissée contre leur corps. Ils préféraient perdre un doigt que de perdre leur pain. Il y avait un dicton dans les camps. Celui qui vole le pain vole la vie. Les ennemis du corps. Le temps est un autre ennemi constant. Le froid est impitoyable, transperçant vos vêtements fins comme des couteaux. Les engelures réclament des doigts, des orteils, des oreilles, des nez. L'infirmerie se remplit d'hommes dont on ampute les membres carbonisés. Continue de bouger, conseillent les vétérans. Ne reste jamais immobile dehors. Remue constamment tes orteils. Mets du papier à l'intérieur de tes vêtements pour l'isolation. Vous apprenez à dormir avec vos bottes sous votre tête pour éviter qu'elles ne gèlent pendant la nuit. Vous apprenez à uriner sur vos mains pour les réchauffer en cas d'urgence. Vous apprenez que ne pas enlever la glace de vos sourcils peut les faire geler à votre peau. Mais même si les défis physiques augmentent, la torture psychologique est la plus insidieuse. La surveillance constante, la punition arbitraire, la connaissance que votre peine de 10 ans pourrait être pour toujours, la perte de votre nom, de votre identité, de votre vie passée. J'ai vu un rapport d'un médecin du camp une fois, je le mentionne, qui disait que le point de rupture psychologique pour la plupart des prisonniers survenait entre le 2e et le 3e mois. C'est à ce moment-là que la réalité s'installe pleinement. Ce n'était pas temporaire,
C'était leur vie. Un soir, alors que vous êtes assis sur votre couchette, trop épuisé pour dormir, Taras s'approche. « Tu perds du poids trop vite », dit-il brutalement. « Tu ne passeras pas l'hiver à ce rythme. »« Que puis-je faire ?» demandez-vous. « Le travail est impossible. La nourriture est inexistante. Il y a des options, dit-il prudemment. Des options désespérées, il explique à voix basse. Certains prisonniers se blessent intentionnellement pour obtenir un congé médical. Ils se coupent un doigt, boivent du kérosène, rouvrent des blessures cicatrisées. L'hôpital, bien que rudimentaire, est toujours meilleur que les mines. Mais sois prudent, prévient-il. Ils connaissent la plupart des tours. Si tu te fais prendre à simuler, tu vas aux cellules de punition. Personne n'y survit en hiver. Les cellules de punition sont légendaires. Des boîtes en béton non chauffées où les prisonniers sont gardés en sous-vêtements avec des rations réduites. 3 jours sont considérés comme une condamnation à mort en hiver. « Je ne suis pas si désespéré, lui dites-vous. »« Pas encore. »« Tu le seras, répond-il. Nous arrivons tous à ce point, finalement. Le cercle de confiance. Mais il existe d'autres stratégies de survie. Certains prisonniers forment des liens étroits, partageant les ressources et se protégeant mutuellement. Ces petites familles durent souvent plus longtemps que les solitaires. Mikhail vous a invité à rejoindre son cercle. Lui, Taras et un jeune Estonien nommé Raim. Ils mettent leurs ressources en commun, échangent des informations, veillent les uns sur les autres. Ce n'est pas exactement de l'amitié. L'attachement émotionnel est un luxe que peu peuvent se permettre, mais c'est une alliance pratique. Pendant les mauvais moments, explique Mally, l'un de nous pourrait recevoir un colis ou trouver un morceau de pain supplémentaire que nous partageons. Pendant les pires moments, nous nous empêchons les uns les autres d'abandonner. Les liens sociaux étaient cruciaux, je le souligne. Les gardes essayaient de les briser car ils savaient que les prisonniers isolés mouraient plus vite. Mais les humains forment naturellement des communautés, même dans les pires endroits. Peut-être surtout dans les pires endroits. La langue secrète. L'argot des prisonniers se développe au sein du camp. Une autre forme de communication et de résistance. Les prisonniers développent leur propre vocabulaire, incompréhensible pour les étrangers. Ils inventent des surnoms pour les gardes, des euphémismes pour la mort et des codes pour avertir du danger. Ce lexique partagé construit la communauté, tout en excluant ceux qui contrôlent leur vie. Le mouchard arrive, murmure quelqu'un pendant une tâche de travail. Un avertissement qu'un garde particulièrement brutal approche. Tout le monde s'affaire immédiatement, évitant le contact visuel, devenant des prisonniers modèles jusqu'à ce que la menace passe. La neige chante, dit un autre lors de l'appel. Un message codé indiquant que les conditions sont propices à une tentative d'évasion. Bien que peu de gens essaient, et que la nature sauvage autour de Vorkuta soit aussi mortelle que le camp lui-même, la possibilité reste une partie de la conscience du prisonnier. Vous apprenez cette langue secrète progressivement, chaque nouveau terme représentant une acceptation dans la communauté des prisonniers. Votre première contribution, surnommée le directeur du camp, le Pingouin, à cause de sa démarche dodelinante, se répand dans les casernes en quelques jours. Cette petite victoire vous remonte le moral pendant des semaines. La langue du camp était fascinante, je l'observe. Elle mêlait l'argot des gangsters, les termes politiques, les expressions régionales et des mots entièrement nouveau-nés de l'expérience du goulag. Certains des termes sont entrés dans le russe courant après la mort de Staline. Un fantôme linguistique du système des camps, les festins de l'esprit. La nourriture devient le point central de la préservation de l'humanité. Non pas les maigres rations officielles, mais les souvenirs de nourriture, les discussions de recettes, les repas mentaux détaillés partagés pendant les pauses. Les hommes décrivent des festins de célébration avec des détails douloureux. La couleur exacte du bortsch, la texture d'un pain bien cuit, l'odeur du rôti. Votre contribution à ces repas imaginaires est le gâteau au miel de votre grand-mère.
3 couches de génoise imbibées d'un sirop sucré garni de noix hachées et de cannelle. Vous décrivez le processus étape par étape, ingrédient par ingrédient, tandis que les hommes ferment les yeux et le goûtent presque. Je vous le ferai à tous quand nous sortirons. Promettez-vous. Vous permettant un rare optimisme. Je te tiendrai responsable de cela, dit Taras, tout aussi disposé à faire semblant que la libération est inéluctable plutôt qu'improbable. Le partage de nourriture réelle marque la confiance la plus profonde. Lorsque Reim reçoit un rare colis de chez lui contenant du poisson séché, il le divise également entre votre cercle malgré sa faim. Lorsque Mali parvient à voler un oignon de la cuisine, un trésor pour lequel il vaut la peine de se battre, il le partage sans hésiter. Ces petits festins, consommés en bouchées secrètes, signifient plus que la nourriture elle-même. Partager signifiait que vous étiez humain. J'explique. Les animaux thésaurisent lorsqu'ils meurent de faim. Les humains, à notre meilleur, partagent même lorsqu'il n'y en a pas assez. Ce choix, ce refus de devenir complètement égoïste était une victoire sur le système des camps. La dignité des noms. Les noms sont d'une importance vitale. L'administration n'utilise que des numéros de prisonniers, une technique délibérée de déshumanisation. Les co-détenus insistent sur les noms réels et parfois les titres formels de leur vie passée. Professeur, docteur, ingénieur. Un rappel d'identité qui transcende l'emprisonnement. Vous remarquez à quel point les nouveaux arrivants sont désireux de se faire demander leur nom et comment ces noms sont mémorisés et utilisés même par les prisonniers qui oublient des détails plus pressants. Nommer quelqu'un, c'est reconnaître son humanité. Être nommé, c'est exister en tant que plus qu'un simple numéro. Comment t'appelait-il avant ? Demande un nouveau venu lors de votre premier repas. Alexandre Ivanovitch, répondez-vous. Ressentant une soudaine émotion d'entendre votre nom patronymique après si longtemps. Professeur de littérature. Il hoche la tête avec une courtoisie surprenante. Enchanté de vous rencontrer, Alexandre Ivanovitch. Je suis Dimitri Sergueïevitch, ancien ingénieur ferroviaire de Leningrad. Ce petit échange d'identité se ressent comme un acte de défi, même si aucune règle n'est techniquement enfreinte. Les noms étaient puissants, je le remarque. Il y a une raison pour laquelle le système voulait les remplacer par des numéros. De nombreux survivants ont mentionné qu'entendre leur nom complet prononcé était comme une brève libération, comme si quelqu'un reconnaissait la personne sous l'uniforme du prisonnier. La lumière qui ne s'arrête jamais. Et les sentiments ? Ne dis pas que c'est juste une aurore boréale. Dis que ce sont les âmes des morts qui dansent. Peut-être que les deux sont vrais, suggérez-vous. L'aurore boréale était l'un des rares conforts réels que les prisonniers connaissaient, je le remarque. De nombreux survivants l'ont mentionné dans leur mémoire. Comment ils risquaient d'être punis en s'arrêtant de travailler juste pour la regarder. La beauté devient plus précieuse quand tout le reste est laid. Décembre apporte le nadir existentiel. Les jours les plus sombres, les températures les plus froides, les taux de mortalité les plus élevés. Les hommes meurent dans leur sommeil d'exposition au froid, bien qu'ils soient à l'intérieur. La clinique se remplit de cas d'engelure, de victimes de pneumonie, des hommes brisés par l'assaut incessant de l'hiver. Votre petit cercle se resserre, mettant en commun les ressources pour survivre. Taras échange son précieux couteau de poche contre une couverture supplémentaire que vous partagez tous. Mikhail raconte des histoires chaque nuit pour maintenir le moral. Reim, avec ses antécédents de chasseur estonien, vous montre à tous comment superposer correctement les vêtements pour un maximum de chaleur avec un minimum de volume. On reste ensemble, on vit, dit simplement Taras. On se sépare, on meurt. L'administration a une stratégie différente. Alors que l'hiver s'épaissit, elle augmente la pression sur les prisonniers en réduisant les rations, en prolongeant les heures de travail et en appliquant des punitions arbitraires. Briser l'esprit humain est un objectif tout aussi important que l'extraction du travail. Ils savent exactement ce qu'ils font, observe Mikhail amèrement. L'hiver affaiblit le corps, ils affaiblissent l'esprit.
Ensemble, ils brisent l'âme. Les cellules de punition font leur plus lourde perte pendant l'hiver. Une peine de 3 jours devient une condamnation à mort virtuelle lorsque la température des boîtes en béton non chauffées atteint moins 50 degrés. Les hommes reviennent, s'ils reviennent, avec des membres carbonisés, des yeux vides et la toux de la pneumonie qui crépite dans leurs poumons. Le médecin nous a dit à quel point ces cellules étaient brutales. J'interviens. Dans son rapport à Moscou, qui n'était pas censé être publié, il a écrit que les cellules de punition en hiver équivalaient à une technique d'exécution sans avoir besoin de balles. Il savait exactement ce qu'il faisait. Noël passe sans marque officielle, bien que les prisonniers chrétiens le célèbrent à voix basse. Le nouvel an arrive sans fête. Janvier apporte le premier soupçon du retour de la lumière. Une lueur faible à l'horizon sud à midi. Ce n'est pas un lever de soleil réel, juste la promesse que l'obscurité ne régnera pas éternellement. Nous avons passé le pire, dit Mikhail, hochant la tête vers la lueur lointaine. À partir de maintenant, chaque jour apporte un peu plus de lumière. L'effet psychologique de cette simple vérité est remarquable. Les hommes se tiennent plus droits. Les conversations reviennent dans les casernes. Même le travail exténuant semble légèrement plus tolérable avec la promesse du retour de la lumière. Mais l'hiver n'est pas terminé. Février apporte les températures les plus froides de l'année. Bien que la lumière du jour augmente progressivement, le camp reste figé dans la glace. Le paysage est une étude monochrome de blanc et de gris. Le travail continue, quelles que soient les conditions. Le charbon doit couler. Les quotas doivent être atteints. La machine industrielle soviétique doit être alimentée. Le pire, c'est son caractère sans fin, dit Reim un soir, alors que vous vous blottissez autour du poêle de la caserne. Été, hiver, ils nous forcent à travailler de la même manière. Pas de vacances, pas de repos, juste un travail sans fin, jusqu'à ce que nous mourions. Mars apporte des températures légèrement plus chaudes, mais de nouveaux dangers. La neige commence à fondre pendant la journée, puis regèle la nuit, créant de la glace perfide. Les chutes deviennent courantes, entraînant des fractures osseuses qui ne guérissent jamais correctement. Les routes du camp se transforment en boue, rendant le transport du charbon presque impossible. Et puis, alors que le printemps semble possible, la nature joue son tour le plus cruel. Une tempête de neige massive au début d'avril enterre à nouveau le camp. Ce retour soudain aux conditions hivernales brise quelque chose chez de nombreux prisonniers. Des hommes qui avaient survécu à des mois de froid et d'obscurité s'effondrent sous cette dernière insulte. C'est arrivé l'année dernière aussi, vous dit Taras, alors que vous déblayez à nouveau les chemins. La tempête de printemps, toujours un dernier coup de grâce avant le dégel. Vous avez remarqué quelque chose chez vous au cours des dernières semaines. Un émoussement des émotions, un éloignement de votre propre souffrance. C'est comme si vous observiez votre vie au lieu de la vivre. La nourriture est sans saveur. La douleur ne s'enregistre pas complètement. La peur est devenue un bruit de fond. Vous reconnaissez que c'est un mécanisme de survie, mais cela vous dérange néanmoins. Êtes-vous toujours humain si vous ne pouvez plus ressentir? C'est normal, vous assure Mikhail, lorsque vous lui confiez cette inquiétude. L'esprit se protège. Tu ressens trop ici, tu te brises. Tu ne ressens rien, tu survis. L'astuce est de se souvenir de comment ressentir à nouveau, plus tard, si tu sors. Si, répétez-vous. Pas quand. Après 6 mois à Vorkuta, l'optimisme semble un luxe stupide.